Très souvent, on a une confusion entre ces deux matières, la comptabilité générale et la comptabilité analytique. Ce n'est pas tout à fait la même chose. La comptabilité générale, c'est une obligation légale. Et ça, c'est la première distinction à faire avec la comptabilité analytique. La comptabilité analytique n'est pas obligatoire. Les entreprises n'ont aucune obligation de tenir une comptabilité analytique. La loi oblige les entreprises à publier par exemple le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Et ces trois éléments-là représentent d'une manière générale l'identité de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Par exemple, pour l'État, le calcul de l'impôt se base sur le compte de résultat. Les investisseurs se basent également sur ces informations pour prendre une décision d'investissement dans l'entreprise. Pareil, par exemple, pour une banque qui doit analyser la situation de l'entreprise et savoir si l'entreprise est solvable ou pas pour avoir un crédit. Donc, cette obligation légale de publier ces documents a une raison d'être pour l'identification générale de ce que représente l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Et la comptabilité analytique n'est pas obligatoire, donc son intérêt est réservé à la gestion interne de l'entreprise. Et l'aspect analytique de cette matière n'est rien d'autre que l'analyse en fait de l'information qui se trouve ici, au niveau de la comptabilité générale. Et principalement le compte de résultat qui permet l'analyse des coûts de l'entreprise. Son objectif principal est l'analyse de la structure des coûts. Mais pourquoi faire ? C'est pour principalement aider le dirigeant de l'entreprise à prendre des meilleures décisions pour une gestion optimale de la rentabilité de l'entreprise. On peut dire finalement que ces deux matières sont complémentaires. On a d'abord la comptabilité générale qui nous donne une information générale sur l'entreprise et cette information est de nature rigide puisqu'imposée par la loi, toutes les entreprises doivent avoir la même structure, un bilan, un compte de résultat, l'annexe, etc. Et puis la comptabilité analytique se base principalement sur cette information générale présentée par la comptabilité générale pour la détailler et avoir quelque chose exploitable pour prendre des décisions optimales par rapport à la gestion interne de l'entreprise. Si vous avez bien saisi que la comptabilité analytique permet l'analyse de la structure des coûts afin d'optimiser la rentabilité de l'entreprise, reste à savoir maintenant de quelle manière s'effectue cette analyse des coûts. C'est bien ce qu'on va avoir pour la suite de ces cours. On a vu que l'objectif de la comptabilité analytique, c'est l'analyse de la structure des coûts et tout ça pour prendre les meilleures décisions de gestion interne afin d'augmenter la rentabilité des différents produits et de l'entreprise globalement. Et pour cela, on utilise plusieurs méthodes parmi lesquelles vous avez ce qu'on appelle l'analyse des coûts complet. Il s'agit en d'autres termes de calculer le coût de revient d'un produit. Alors, ça veut dire quoi le coût de revient ? Ça veut dire la somme de tous les coûts liés à l'achat, la fabrication et la mise en vente d'un produit. Il s'agit en d'autres termes à combien ça revient pour l'entreprise de mettre sur le marché son produit. Et pour cela, il faut calculer la somme de tous les coûts supportés par l'entreprise, depuis l'achat de matières premières en passant par la fabrication du produit et puis son transport et sa mise en vente sur le marché. Et l'intérêt de calculer ce coût pour l'entreprise est de fixer par exemple un prix de vente sur le marché et donc de savoir la marge ou bien le bénéfice que rapporte chaque produit fabriqué dans l'entreprise. Et bien sûr, ce prix de vente doit être supérieur au coût de revient. C'est ce qu'on appelle aussi le prix de revient. Et cela permet à l'entreprise de voir également sa position par rapport à la concurrence et sa marge d'action par rapport au prix pratiqué sur le marché. Et dans le cadre de cette méthode, on doit distinguer entre le coût direct et le coût indirect. Ces différents coûts ne sont pas donnés par la comptabilité générale. Je dois d'abord vous expliquer ces deux notions de coût direct et coût indirect. Le coût direct est directement associé à la conception d'un produit. Et comme exemple, l'achat de matières premières qui va être utilisée spécialement pour fabriquer un produit. Ce coût d'achat de cette matière première est directement lié à la fabrication de ce produit. Et le coût indirect est lié à la conception de plusieurs produits.
Je peux prendre comme exemple de coûts indirects les charges d'électricité ou bien de loyer qui ne sont pas liées directement à la fabrication d'un produit particulier, mais à l'ensemble des produits fabriqués par l'entreprise. Pour saisir davantage ces deux notions, je vais vous donner un exemple très simple. On va imaginer une entreprise qui fabrique en fait deux produits, à savoir les chaises et les tables. Si on suppose par exemple que pour fabriquer cette chaise, l'entreprise doit acheter des matières premières de l'ordre de 3 euros, la part du salaire 8 euros, la part du loyer par rapport à cette chaise 10 euros et les autres charges 7 euros. Au total, on a 28 euros. Si l'entreprise ne fabrique que ce produit, à ce moment-là, il n'y aurait pas de charges indirectes et toutes les charges supportées par l'entreprise représentent des charges directes. Mais le problème se pose quand on a plusieurs produits à fabriquer. Dans ce cas, on aura un problème à calculer d'une manière précise le coût de revient de cette table et le coût de revient de cette chaise. Dans ce cas, on doit distinguer entre charges directes et charges indirectes. On va dire par exemple que la matière première, c'est des charges directes car on sait que la chaise nécessite 3 euros de matière première et la table 4 euros. Pareil pour les salaires, on va supposer qu'il y a des travailleurs qui sont spécialisés dans la fabrication de la chaise et d'autres dans la fabrication de la table. On suppose que la chaise coûte 8 euros de main-d'œuvre directe et la table 10 euros. Et le loyer et les autres charges, on considère que ce sont des charges indirectes. Car l'entreprise va payer une seule facture de loyer et les autres charges, on va supposer que c'est des charges indirectes comme l'électricité, l'assurance, etc. Et donc tout le problème, c'est de savoir combien cette chaise me coûte en termes de loyer. Et combien cette table me coûte également en termes de loyer. Pareil pour les autres charges indirectes. C'est pour ça qu'on doit avoir un indice ou bien un indicateur qui va permettre de distinguer entre la charge de loyer à mettre dans le coût de revient de la chaise et la part de loyer à mettre dans le coût de revient de la table. Et on va trouver cet indicateur ou bien cet indice pour chaque type de charge. Cet indice ou bien cet indicateur, c'est ce qu'on appelle une clé de répartition. Pour bien saisir cette notion de clé de répartition, je vais vous donner un exemple. On suppose par exemple qu'une entreprise loue cette surface pour la consacrer à plusieurs services dans l'entreprise. Vous avez par exemple un service achat, service production, vente, administration, entretien, et on peut en avoir d'autres, mais on va se limiter à cela. On suppose que le loyer payé par l'entreprise est de l'ordre de 3 500 euros. Et là, la question qui se pose, c'est comment répartir cette charge de loyer, qui est une charge indirecte, sur chacune de ces activités différentes les unes des autres. Et l'une des manières de répartir cette charge équitablement sur les différents centres, c'est de distribuer cette charge en fonction du mètre carré occupé par chaque centre de travail. Si on suppose par exemple que cette surface est de l'ordre de 3500 mètres carrés, dans ce cas, on peut prendre comme clé de répartition le mètre carré occupé par chaque activité. Là, on a 90 mètres carrés, le service vente 80 mètres carrés, entretien 40 mètres carrés, achat 80 mètres carrés, administration 60 mètres carrés. Alors, le total de tout ça doit faire ça fait que 350 mètres carrés. Donc, on va supposer qu'il y a 350 mètres carrés dans la surface. Donc, on supprime un zéro ici. Et donc, pour répartir cette charge sur les différentes activités, on va simplement trouver le pourcentage occupé par chaque surface. Et pour cela, on va diviser la surface occupée par l'activité sur la surface totale fois 100. Ou bien, on peut exprimer ça en fractions. Et si vous avez 9 sur 35... Ici, 8 sur 35. Là, 4 sur 35. Ici, 6 sur 35. Et service achat, 8 sur 35. La somme de ces fractions doit faire 1. Et donc, il suffit de multiplier chaque fraction par le loyer de 3500 pour trouver la charge de loyer à imputer à chaque activité. Au niveau production, on va avoir 900 euros. Service vente, 800 euros. Entretien 400 euros, achat 800 euros,
et service administratif 600 euros. Voilà un exemple de clé de répartition adéquat par rapport à la charge de loyer. Il faut comprendre que pour chaque type de charge, on doit trouver une clé de répartition adéquate. Par exemple, pour la charge d'électricité, on ne peut pas avoir la même clé de répartition si on suppose par exemple que ces services n'utilisent pas l'électricité de la même manière. Par exemple, si au niveau de la production, il y a des machines qui dévorent l'électricité et que dans le service administratif, on n'utilise qu'un ordinateur et une imprimante, alors dans ce cas, répartir la charge de l'électricité de cette manière, équitablement sur les différents services, n'est pas tout à fait juste. Donc, il faut trouver une autre clé de répartition. Avant de vous expliquer la méthode des coûts complets en comptabilité analytique, j'aimerais bien encore m'attarder davantage sur l'intérêt ou bien le but de cette méthode. Si je prends toujours l'exemple de l'entreprise qui fabrique deux produits, une table et une chaise. Pour fabriquer ces deux produits, l'entreprise doit supporter plusieurs dépenses, plusieurs charges, et parmi ces charges ou bien les coûts que l'entreprise doit supporter pour produire, par exemple, cette table, il y a ce qu'on appelle des coûts directs. Et c'est la même chose pour la chaise, il y a des coûts qui sont liés directement à la fabrication de cette chaise, appelés aussi coûts directs. Mais pour savoir combien ça coûte au total chaque produit à fabriquer et mettre sur le marché, il y a aussi des coûts qui sont partagés par l'ensemble des produits fabriqués. Ces types de charges ou bien de coûts appelés des coûts indirects. Et tout le problème avec ce type de charge ou bien de coût, c'est qu'on ne peut pas savoir avec certitude combien de ces coûts sont liés à la fabrication de la chaise et combien de ces coûts sont liés à la fabrication de la table. Pour savoir globalement combien ça nous a coûté en fait chaque produit en termes de charge et savoir à quel prix on va mettre le produit sur le marché. Comme exemple de charge directe ou bien de coût direct, on peut citer la matière première qui a été nécessaire pour la fabrication de cette chaise. Et donc le coût de cette matière première intègre les coûts directs ici. Et c'est pareil pour la table. On peut dire avec certitude que cette table nécessite autant de matière première pour sa fabrication. Et donc le coût d'achat de cette matière première est classé dans les coûts directs. Et comme charge indirecte, on peut citer le loyer ou bien l'électricité qui va être partagé sur l'ensemble des produits fabriqués. Et tout l'intérêt de cette méthode des coûts complets est de savoir comment répartir ces charges indirectes d'une manière juste sur l'ensemble des produits. Et pour cela, on traite ces charges indirectes dans ce qu'on appelle les centres d'analyse. Alors, qu'est-ce que ça signifie les centres d'analyse? Il s'agit d'une subdivision comptable de l'entreprise. Et chacune de ces divisions est appelée centre d'analyse. Et ces centres d'analyse doivent correspondre autant que possible à une division réelle de l'entreprise, de sorte à ce qu'on puisse déterminer d'une manière facile une unité de mesure de l'activité de chaque centre. On va voir bientôt dans un exemple en quoi consiste cette unité de mesure. Pour que ce soit clair, voici un exemple pratique de subdivision de l'entreprise en centres d'analyse. On peut avoir par exemple un centre approvisionnement, un centre production, un centre distribution et vente. On peut avoir également un centre entretien et un centre administration. Et dans ces centres, on peut avoir deux catégories. Vous avez des centres auxiliaires et des centres principaux. Les centres principaux sont indispensables à l'exercice de l'activité de l'entreprise. Il y en a ici trois. Vous avez l'approvisionnement. On ne peut pas se passer de l'approvisionnement dans cette entreprise. Vous avez la production et vous avez la distribution et la vente. Et puis les autres centres, l'administration et l'entretien, on peut les voir comme centres auxiliaires, c'est-à-dire secondaires par rapport à l'activité de l'entreprise. Et ces centres sont au service en fait des autres centres qui sont considérés comme principaux. C'est pour ça que leur charge doit être vidée dans les centres principaux. Je vais vous donner un exercice qui va illustrer un petit peu la démarche de cette méthode de coût complet. On va voir aujourd'hui le traitement des charges indirectes dans les centres d'analyse.
Et cela se passe au travers le tableau de répartition des charges indirectes. Avant de vous montrer comment ça se passe, cette analyse au travers ce tableau de répartition des charges indirectes, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu le parcours ou bien les étapes par lesquelles un produit passe au travers l'entreprise jusqu'au client. On a ici le cas d'une entreprise industrielle. Cette entreprise industrielle fabrique deux biens. Vous avez des tables et des chaises. Mais il faut comprendre qu'avant de fabriquer cette chaise et cette table, on a plusieurs étapes que ces deux produits parcourent avant d'arriver à cette étape-là. La première des choses que l'entreprise doit faire, c'est d'acheter de la matière première aux fournisseurs. Dans le cas de cette entreprise, c'est principalement du bois. Et puis cette matière première, une fois achetée, ça arrive dans le centre approvisionnement. Et puis après cette étape, il y a l'étape production. Notre matière première quitte l'approvisionnement pour être utilisée et traitée afin de fabriquer le produit final ou bien les produits finaux que vous voyez ici. Après cette étape, notre produit final va quitter l'atelier production pour être placé et exposé à la vente dans le magasin. Et dans ce cas, on parle de distribution ou bien du service vente. Et après cette étape, notre produit en fait va quitter ce magasin pour aller chez les clients. Voilà un petit peu brièvement le parcours du produit depuis la matière première jusqu'au client final. Mais si je retourne un petit peu à mon entreprise industrielle ici, on peut avoir d'autres centres, d'autres activités qui sont considérées comme auxiliaires, c'est-à-dire secondaires par rapport aux activités que je viens de vous présenter, approvisionnement, production, distribution. Là, on parle des centres principaux, c'est-à-dire une voie royale où le produit doit passer nécessairement depuis le fournisseur jusqu'au client. Mais pour soutenir en fait ce parcours du produit, on peut avoir des services auxiliaires comme l'administration et l'entretien, et on peut en avoir d'autres. Et ces activités sont au service en fait des autres centres principaux. Pour vous montrer comment on utilise le tableau de répartition des charges indirectes, on va prendre cet exemple même. On va dire par exemple que le service entretien travaille principalement avec le centre production. On va dire à concurrence de 60%. Et avec l'approvisionnement, on va mettre 20%. Et enfin, avec la distribution et la vente, on va mettre ce qui reste, c'est-à-dire 20%. On va faire pareil pour l'administration. On va supposer que ici, on a 50% par exemple, là 30%, et le reste 20% ici avec la production. Le but de cette méthode, c'est d'arriver à vider ces centres auxiliaires de leurs charges et traiter toutes les autres charges indirectes pour savoir au final combien ça coûte pour produire une chaise et combien ça coûte pour produire une table. Pour cela, on utilise un tableau de répartition des charges indirectes, comme vous voyez ici. Chaque colonne ici représente un centre. Dans les deux premières colonnes, on met les centres auxiliaires. Vous avez l'entretien et l'administration. Et dans les trois dernières colonnes, vous avez les centres principaux. Approvisionnement, c'est l'achat. Production, distribution. Alors, dans cette première ligne, on a notre répartition primaire. Tous ces chiffres-là que vous voyez ici, ça représente des charges indirectes que l'entreprise répartit sur l'ensemble des centres d'analyse en fonction de ses propres critères de répartition. La première démarche de cette méthode, c'est d'effectuer une répartition secondaire, c'est-à-dire vider les centres auxiliaires de leurs charges pour les intégrer dans les centres principaux. En fonction de ces pourcentages que vous voyez ici, qui représentent en fait des estimations du degré de travail des centres auxiliaires avec les centres principaux. On peut dire par exemple ici que 20% du travail effectué dans le centre entretien se passe avec l'approvisionnement, 60% avec la production, 20% avec la distribution. Pareil pour l'administration, elle travaille à concurrence de 30% avec l'approvisionnement, 20% avec la production et 60% avec la distribution. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de calculer en fait ces pourcentages pour les remplacer par des charges indirectes chiffrées. 20% de 10 200,
ça fait 2040. On va avoir la même chose ici, 2040, et 60% de 10 200, ça fait 6120. On fait pareil pour l'administration, on va calculer 30% de 13 000 et 20% de 13 000, 60% de 13 000. Et on remplace les pourcentages, ce qui va donner les chiffres suivants. Et l'étape d'après, c'est de calculer le total ici des charges indirectes. Là, on va avoir 0 et là 0, puisque ces charges-là, on les a réduites et on les a ajoutées ici. Pareil pour 13 000, se trouve ici. 15 200 plus 2040 plus 3 900, ça fait 19 100. Là, vous avez 27 600. Et là, vous devez avoir 61 500. Une fois qu'on arrive à cette étape-là, ce qui reste à faire, c'est d'identifier l'unité d'œuvre de chaque centre étudié. Pour l'approvisionnement, on a la quantité achetée de matières premières. Pour la production, on a les heures de la main-d'œuvre directe. Et la distribution, on a la quantité vendue. Alors là, dans ce tableau, il manque des données parce que ces unités d'œuvre, on doit les savoir. Ça provient de l'activité réelle de l'entreprise. On va supposer par exemple que ici on a 2000 kg et là on a 150 heures de travail. Et au final là on a 500 unités vendues. Il manque aussi la ligne la plus importante, c'est le coût de l'unité d'œuvre. Comment on peut calculer ce coût de l'unité d'œuvre ? Il s'agit en fait d'évaluer combien de charges indirectes par rapport à une seule unité d'œuvre. Là, on a 2000 kg. Par rapport à ces charges qu'on a ici, ça revient à combien un seul kilogramme en termes de charges indirectes. Et pour trouver ça, l'opération à faire, c'est simplement de diviser en fait les charges indirectes sur le nombre total d'unités d'œuvre utilisées. Donc 19 100 sur 2000, ça fait 9,55 €. Maintenant, il faut comprendre ce que ça signifie ce 9,55 €. Il s'agit en fait des charges indirectes consommées par le centre approvisionnement pour chaque kilogramme de matière première utilisée. Pareil pour la production, on va diviser les charges totales indirectes sur le nombre d'unités d'œuvre utilisées. Et on trouvera 184 €. Et ça signifie que pour chaque heure utilisée dans le centre production, on consomme 184 € de charges indirectes. On fait pareil pour la distribution. On a un total de charges indirectes de 61 500 qu'on divise sur 500 unités vendues, ce qui donne 123 €. Toujours dans le cadre de la méthode des coûts complets, la dernière fois je vous avais présenté le tableau de répartition des charges indirectes et dans ce tableau j'ai expliqué comment on arrive à répartir ces charges des centres auxiliaires sur les autres centres considérés comme principaux et surtout comment on arrive à trouver une unité de mesure pour évaluer combien de charges indirectes consommées dans chaque centre. Je vous rappelle rapidement le principe de cette méthode. Vous avez ici dans la première ligne des charges indirectes distribuées sur les différents centres. Ces différentes charges indirectes, on essaye de les regrouper dans les centres principaux. Car avec les centres principaux, on peut trouver une unité de mesure pour identifier combien de charges indirectes est consommée dans chaque centre. Et pour cela, on effectue d'abord une répartition secondaire des centres auxiliaires vers les centres principaux. C'est ce qu'on a fait ici pour l'entretien et ici pour l'administration. Et puis, après cette étape, on a calculé le total des charges indirectes dans chaque centre principal. Et donc, avec cette étape, on a transféré toutes les charges qui étaient ici dans l'administration et l'entretien vers l'approvisionnement, la production et la distribution. Après cette étape de répartition secondaire, on doit identifier la nature d'unité d'œuvre pour chaque centre ici. Vous avez la quantité achetée pour le centre approvisionnement, les heures de la main-d'œuvre directe pour la production et la quantité vendue pour la distribution. À quoi ça va servir ces unités d'œuvre? Ça va servir en fait à savoir combien on consomme de charges indirectes pour chaque unité d'œuvre, sachant le total des charges indirectes supportées par le centre en question. Et comment on fait ça? On divise simplement le total des charges indirectes sur le nombre d'unités d'œuvre consommées. Et on trouve combien de charges indirectes
est supporté par le centre approvisionnement pour chaque kilogramme de matière première utilisée dans le centre. Pareil pour la production, si on divise le total des charges indirectes de ce centre sur le total des unités d'œuvre, à savoir le nombre d'heures de main-d'œuvre directe, on arrive à 184 € pour chaque heure de main-d'œuvre directe travaillée dans ce centre de production. La même logique pour la distribution, on divise le total des charges indirectes de ce centre sur les unités d'œuvre et on obtient les charges indirectes de chaque unité d'œuvre dans ce centre. Alors dans cette situation, c'est simple de faire la répartition secondaire parce que l'entretien en fait ne distribue pas de charges à l'administration. Et l'administration, pareil, ne distribue pas de charges à l'entretien. On va voir maintenant un exemple où il y a une relation entre l'administration et l'entretien, c'est-à-dire qu'il y a des charges indirectes partagées entre ces deux centres. C'est ce qu'on appelle des prestations réciproques. Je vais effacer ces chiffres. Si on suppose par exemple que les charges indirectes de l'entretien vont être distribuées de la manière suivante, 10% pour l'administration, 15% pour l'approvisionnement, 60% pour la production et 15% pour la distribution. Et les charges indirectes de l'administration vont être distribuées de la manière suivante, 20% pour l'entretien, pareil pour l'approvisionnement et la production, et 40% pour la distribution. Alors, dans ce cas, ça se complique un petit peu parce que si on applique ces pourcentages directement, on ne va pas avoir ici 0 et ici 0. Or, le but, c'est de vider en fait l'administration et l'entretien de toutes les charges indirectes. Donc, on devrait avoir ici 0 et ici 0. Et donc, dans ce cas, l'entretien ne va pas distribuer que 10 200, mais 20% aussi de la charge qui viendrait de l'administration. Et pareil pour l'administration, ne distribuera pas que 13 000, mais les 10% également qui viendraient de l'entretien. Mais tout cela de sorte à ce que le total ici doit faire 0 et le total ici doit faire 0. C'est-à-dire que ici, on devrait trouver une autre somme à distribuer, et là, pareil. On peut nommer les nouvelles charges indirectes de l'entretien à distribuer E, et les charges indirectes de l'administration, on va les nommer A. Et donc, la formulation de ce problème, mathématiquement parlant, c'est que cette charge de départ de l'entretien, plus les 20% qui viendraient de l'administration, moins ces charges E à distribuer, doit faire 0. La même chose pour l'administration, cette charge de départ de la répartition primaire plus les 10% qui viendraient de l'entretien, moins ce qui va être distribué sur les différents centres, doit être égal à 0. Maintenant, il reste simplement à formuler tout ça mathématiquement parlant. On a 10 200 moins E plus 20% de A, ou bien 0,2 A, est égal à 0. Et on a aussi 13 000 plus 10% de l'entretien, c'est-à-dire 0,1 des charges indirectes de l'entretien, moins A est égal à 0. Voilà pour trouver notre E ici et notre A ici. Il suffit de résoudre ce système d'équations à deux inconnus. On peut nommer ces équations. Vous avez l'équation 1 ici et l'équation 2 là. Si on prend cette première équation, si je renvoie le E de l'autre côté, ça deviendrait E est égal à 10 200 plus 0,2 A. Donc, on peut écrire E est égal à 10 200 plus 0,2 A d'après la première équation. Je remplace cette valeur de E dans la deuxième équation ici. On va avoir 13 000 plus 0,1. Entre parenthèses, on va remplacer la valeur de E. 10 200 plus 0,2 A moins A est égal à 0. On obtient ici une équation à une seule inconnue, donc on peut trouver la valeur de A. Pour que vous puissiez comprendre, on va partir étape par étape. On va avoir notre 13 000 plus 1020, c'est 0,1 fois 10 200, plus 0,02, c'est 0,1 fois 0,2, moins A est égal à 0. Maintenant, on va calculer ça à part, et on va calculer en fait 0,02 moins 1. Ici, on a un seul A. On obtient ici 14 020, c'est ça plus ça. Et on obtient ici moins 0,98, c'est simplement 0,02 moins 1 ici. Tout ça est égal à 0.
On envoie cette partie de l'autre côté, ça deviendrait positif. Et on peut même commencer avec ce qui donne 0,98A est égal à 14 020. Et donc notre A est égal à 14 020 sur 0,98. Ce qui est égal à 14 306,12 euros. Et donc là, puisque j'obtiens la valeur de A, je peux trouver la valeur de E en remplaçant dans cette équation A par sa valeur. Donc on remplace A par sa valeur ici. Si on calcule tout ça, on trouvera 13 061,22 euros pour la valeur de E. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de prendre notre tableau et de remplacer notre moins E ici et notre moins A ici. La prochaine étape à faire, c'est de calculer 10% de cette valeur, on la met ici, 15% ici, 60% ici et 15% ici. Ce qui donnerait les sommes suivantes. On fait pareil pour 14 306,12. On va vider cette charge indirecte selon ses pourcentages et on trouvera ces chiffres que vous voyez ici. Et la prochaine étape, c'est de calculer le total de la répartition secondaire. Si vous faites ça, moins ça, plus ça donne 0. Et si vous faites ça, plus ça, moins ça donne également 0. Ici, on va mettre la somme de ça, plus ça, plus ça. Pareil, ici, on fait ça, plus ça, plus ça. Et là, ça, plus ça, plus ça. On arrive à ces charges indirectes totales. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de diviser les charges indirectes de chaque centre sur les unités d'œuvre pour trouver le coût de l'unité d'œuvre. Et avec ça, on obtiendra le coût de l'unité d'œuvre de chaque centre. Alors, pour que vous puissiez vous entraîner davantage sur ces calculs, je vous donne un exercice à faire avec les mêmes chiffres que vous voyez dans ce tableau. Vous avez ici la même répartition primaire, mais dans le tableau, on a d'autres pourcentages par rapport à la distribution des centres auxiliaires sur l'ensemble des autres centres. Et pour le nombre d'unités d'œuvre, on a encore d'autres chiffres. Voilà, à vous de trouver ce qui reste à compléter dans le tableau. Je vous donne la réponse à cet exercice que je vous ai donné la dernière fois. J'espère que vous aurez tout juste si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours mettre à l'arrêt la vidéo pour faire l'exercice et comparer vos réponses avec celles que je vais vous donner tout de suite. La première chose à faire quand vous avez un exercice de cette nature, c'est d'exploiter les informations dans ce cadre ici, pour trouver les charges de l'entretien à distribuer sur les autres centres et pour trouver les charges à distribuer de l'administration sur les autres centres. Et ces charges, on doit les trouver en exploitant ces pourcentages que vous avez ici. Notre X, ça représente les charges de l'entretien à distribuer sur les différents centres et Y représente les charges de l'administration à représenter ou bien à distribuer sur les autres centres. Et pour trouver ces charges, on doit passer par une petite formulation mathématique. Les charges indirectes de l'entretien à distribuer sur les autres centres doivent être égales aux charges indirectes de la distribution primaire de l'entretien, plus les 25% des charges indirectes de l'administration. Et on peut formuler ça de la manière suivante. Les charges indirectes à distribuer de l'entretien est égal à 10 200 de départ, plus les 25% de Y, qui représentent les charges de l'administration, les charges indirectes. On fait pareil pour l'administration. Ce Y-là, qui représente des charges indirectes à distribuer sur les autres centres, doit être égal aux charges de départ issues de la répartition primaire, plus les 35% des charges indirectes venant de l'entretien. On peut écrire donc Y est égal à 13 000 plus 35% des charges de l'entretien. Et donc, ce qui reste à faire, c'est simplement, en fait, de résoudre ce système d'équations à deux inconnus. On peut nommer ces équations. On a ici la première équation et là, la deuxième. Pour résoudre ce système d'équations, on peut remplacer, par exemple, x ici par sa valeur ici. Donc, vous avez x est égal à cette valeur-là. On va la remplacer ici. Et donc, on va avoir y est égal à 13 000 plus 0,35 x qu'on remplace ici par sa valeur là. On distribue ce 35 sur ça, on obtient 13 000 plus 3570, c'est 0,35 fois 10 200, plus 0,0875 qui est le produit de 0,35
et 0,25. 0,35 fois 0,25. Et puis là, on a calculé cette somme-là plus cette somme-là, et le reste, on ne l'a pas changé. Je renvoie cette partie de l'autre côté. On va avoir y moins 0,0875y est égal à 16 570. Si on met en facteur y, on va avoir 0,9125y est égal à la même chose ici. Et si on divise les deux parties de l'égalité par ce chiffre-là, eh bien, ici, on va avoir y est égal à cette valeur-là divisée par cette valeur. Donc, on va avoir notre y qui est égal à 18 158,9. Et puis, ce qu'on fait avec cette valeur de y, on la remplace dans la première équation ici. Donc, on va avoir x est égal à 10 200 plus 0,25 fois 18 158,9 qu'on a obtenu ici. Ce qui donne à x la valeur de 14 739,72. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de remplacer dans le tableau ces deux valeurs qu'on vient de trouver de x et y qu'on a ici. On a ici la valeur de x et là la valeur de y. Maintenant, ce qui reste à faire dans ce tableau, c'est de distribuer cette charge indirecte de l'entretien en fonction de ces pourcentages que vous avez ici. Et pour ça, on fait simplement cette valeur-là fois ce pourcentage-là, c'est-à-dire fois 35 divisé par 100 ou bien fois 0,35. Et vous devez obtenir 5158,09. On fait pareil pour les autres pourcentages et on va obtenir les chiffres suivants. On fait la même chose avec cette somme-là, on va la distribuer en fonction de ces pourcentages, ce qui donne les chiffres suivants. Ici, on doit trouver 0, et là, la même chose. Si ce n'est pas le cas, c'est que la méthode est fausse. Et puis, on a ce total obtenu en additionnant ça plus ça plus ça. Pareil, ici, c'est la somme de ces trois chiffres, ce qui donne 34 132,67. Et puis ici, on doit calculer ça plus ça plus ça, ce qui fait 16 448,56. Et puis, il reste la dernière étape, c'est le calcul du coût de l'unité d'œuvre. Et cela s'obtient en divisant les charges indirectes de chaque centre sur les unités d'œuvre utilisées dans le centre en question. Donc ça divisé par ça, ça donne 5,23 €. Ça divisé par ça, ça donne 155,15 €. Et enfin, ça divisé par ça, ça donne 37,38 €. Voilà pour ce type d'exercice. J'espère que vous avez des bonnes réponses et à la prochaine fois. On va voir maintenant un sujet très important en comptabilité analytique. C'est celui de la gestion du stock. Si je reviens à mon exemple ici, l'entreprise aura besoin de gérer son stock à plusieurs endroits, de la transformation du produit depuis la matière première jusqu'au produit final exposé à la vente. L'entreprise doit gérer son stock de matières premières car la valeur de cette matière première depuis l'entrée jusqu'à la sortie du stock n'est pas la même. On peut par exemple acheter ça à 10 €, ça à 15 €, ça à 20 €, etc. Mais l'entreprise peut organiser des stocks à d'autres endroits dans ce processus. On peut avoir une gestion de stock de produits semi-finis, des produits finaux. On peut avoir aussi des stocks de différentes fournitures utilisées, etc. Et on peut citer trois finalités du stock, c'est-à-dire dans quel but l'entreprise a intérêt à bien gérer son stock. Ça peut se faire pour optimiser les coûts de stockage, pour éviter la rupture du stock, qui peut représenter pour pas mal d'entreprises un facteur important de perte de clients. Car quand le client ne trouve pas le produit recherché dans une entreprise, il part directement chercher dans l'autre entreprise. Et on peut avoir d'autres raisons pourquoi il faut bien gérer son stock, comme par exemple pour profiter des mouvements de prix. Surtout dans un climat de panique et d'incertitude, comme la situation économique actuelle, caractérisée par une inflation qui ne cesse de s'aggraver, les entreprises préfèrent acheter aujourd'hui avant que les prix augmentent dans le futur. On peut avoir globalement les principaux types de stocks suivants. On peut avoir un stock de marchandises, et dans ce cas, il faut bien distinguer ce qu'on appelle marchandises et ce qu'on appelle produits finis. Ce n'est pas la même chose, même si on peut avoir les mêmes produits ici et ici. Les produits finis sont fabriqués dans l'entreprise même.
alors que les marchandises sont achetées sur le marché. Donc là, vous avez produit fini d'être fabriqué et là, vous avez la notion de marché. Et donc, l'entreprise doit avoir un stock séparé de produits finis et celui des marchandises, car le processus d'évaluation n'est pas le même. Et on peut avoir également un stock de matières premières. Qu'est-ce qu'on entend par matières premières? Il s'agit de tout ce qui est acheté par l'entreprise et qui va constituer en fait la base de la fabrication d'un produit fini. On peut avoir aussi un stock des produits en cours de fabrication, ou bien ce qu'on appelle semi-fini. Il s'agit en fait des différents produits qui se trouvent au milieu du processus de transformation de la matière première jusqu'au produit final. Et l'entreprise peut avoir également un stock de produits finis, c'est-à-dire des produits qui arrivent au bout du processus de la transformation et de la fabrication du produit. Et donc, ces produits finis sont destinés à être vendus sur le marché. Et on peut avoir d'autres types de stocks comme le stock d'emballage par exemple et tout autre type de produit que l'entreprise gère et garde quelque part. Maintenant, on va voir de quelle manière s'effectue l'évaluation du stock. Et dans ce cadre, je vais parcourir les différentes méthodes d'évaluation utilisées en gestion des stocks. On va voir d'abord l'évaluation du stock proprement parlé. Et peut-être on verra aussi les méthodes de gestion de l'optimisation des flux des coûts de stock. Pour les méthodes d'évaluation, je vais vous expliquer d'une manière simple la méthode du premier article entrée en stock et premier sorti. C'est ce qu'on appelle la méthode FIFO. Et puis la deuxième méthode dernier entrée, premier sorti, c'est ce qu'on appelle également l'IFO. Et enfin, la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Et cette dernière méthode peut s'appliquer à la fin de chaque période ou bien après chaque entrée en stock. Imaginez que vous avez votre entreprise ici au milieu. Ce côté-là, on va représenter un fournisseur. Ici, je représente le fournisseur comme un individu, mais ça peut être une entreprise également. Et ce côté-là, on a un client et on va dire que cette entreprise achète et vend des chaises. Jusque-là, ça va, vous suivez bien. On va supposer que cette entreprise gère son stock de marchandises, à savoir les chaises, qu'elle achète aux fournisseurs et qu'ils vendent aux clients. Avant de vous exposer le problème, merci de mettre un like à cette vidéo et la partager au maximum. Pour garder la situation aussi simple que possible, mais avec un maximum d'utilité pédagogique, on va supposer par exemple que cette entreprise a acheté une première chaise à 5 euros. Et cette chaise va être stockée dans l'entreprise quelque part. On va mettre une date à cet achat, on va dire le 1er janvier. Et puis à la fin du mois de janvier, on va dire le 30 janvier, l'entreprise a acheté cette deuxième chaise, mais avec l'augmentation des prix, cette chaise est achetée un peu cher par rapport à la première, on va dire 10 euros. Donc ici, dans l'entreprise, on a deux chaises tout à fait similaires, tout à fait pareilles, achetées à des prix différents aux fournisseurs. Le coût total de cet achat, c'est très simple, c'est 5 euros plus 10 euros, ce qui fait 15 euros. Et ce 15 euros, ça représente l'évaluation du stock au 30 janvier. Jusque-là, ça va. Il n'y a pas de problème qui se présente. Maintenant, là où il y aurait un petit problème d'évaluation du stock, c'est au moment où on va sortir les marchandises du stock. Imaginez que ce client se présente à l'entreprise pour acheter une seule chaise. Donc, l'entreprise lui envoie sa marchandise, une chaise, et le prix de vente de cette chaise, ça nous intéresse pas dans ce cas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'évaluation de notre coût d'achat au niveau du stock. Peu importe le prix de vente pratiqué par cette entreprise par rapport à cette chaise, cela n'intervient d'aucune manière dans l'évaluation de ce qui reste dans le stock de cette entreprise. Et là, le problème se pose. C'est quoi la valeur du stock de cette entreprise? On va avoir dans ce cas plusieurs possibilités. Si on considère que cette chaise vendue au client est celle achetée à 10 euros, alors ce qui reste en stock, c'est celle achetée à 5 euros. Donc, on peut dire dans ce cas que notre stock est évalué à 5 euros. Ça, c'est la première des possibilités qu'on peut imaginer. Mais on peut ici considérer que cette chaise qu'on a envoyée au client, c'est celle achetée à 5 euros.
Donc, ce qui reste en stock, c'est la chaise achetée dernièrement à 10 euros. Et dans ce cas, on obtient une autre valeur de notre stock, c'est 10 euros au lieu de 5 euros comme dans la première situation. Et on peut avoir encore une autre vision, c'est de calculer à chaque fois qu'il y a une chaise achetée du fournisseur, de calculer la moyenne ou bien le prix moyen d'achat de tout ce qui se trouve en stock. On va dire que cette première chaise est achetée à 5 euros, celle-là à 10 euros. Donc au 30 janvier, on va dire que le prix moyen de ces deux chaises, c'est 10 euros plus 5 euros divisé par 2. Ce qui fera un prix au milieu des deux valeurs, c'est-à-dire 7,5. Et à ce moment-là, dès qu'une pièce sort du stock, on supposera que ce qui reste en stock est évalué à ce prix moyen de 7,5. Avec ces trois possibilités, en fait, je vous avais exposé les trois méthodes théoriques d'évaluation du stock. Les plus connus en tout cas. La première méthode que je peux représenter encore une fois, donc on a acheté une chaise à 5 euros et puis une à 10 euros. Un client se présente pour acheter une chaise. On va supposer dans la première méthode qu'on lui donne la pièce entrée en premier lieu en stock. Et dans ce cas, on parle de la méthode FIFO qu'on peut traduire premier entrée, premier sortie. Et la deuxième possibilité que je vous avais montrée, on va supposer que le client va prendre la dernière pièce achetée par l'entreprise et dans ce cas, on parle de LIFO, Last In, First Out, ou bien ce qu'on peut traduire par dernier entrée, dernier sortie. Et avec cette méthode, notre stock va être évalué à 5 euros. Là, je vous présente que deux produits pour simplifier la situation et comprendre l'intérêt de recourir à une méthode d'évaluation du stock. Mais il faut comprendre que pratiquement, on peut avoir des centaines, voire des milliers d'articles en stock et on ne sait pas laquelle acheter à tel prix ou à l'autre prix. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'adopter l'une de ces trois méthodes en comptabilité. Je vais vous montrer maintenant comment on peut compléter une fiche de stock comme celle-là. Et pour bien comprendre comment on fait pour chacune des trois méthodes que je vous ai présentées la dernière fois, je vais garder la même situation simple que vous avez ici en image. Mais d'abord, je vous présente cette fiche de stock. On peut mettre ici le nom du produit. Là, on va mettre la référence du produit. Cette première colonne, c'est la date de l'opération. Dans cette deuxième colonne, on précise la nature de l'opération. Ça peut être un achat ou bien une vente. Et puis, on a ces trois premières colonnes qui représentent les entrées en stock. Et les entrées en stock, ça s'effectue au travers l'achat. Et ces trois colonnes que vous voyez ici, qui représentent les sorties du stock. Et les sorties du stock, ça s'effectue au travers les ventes. Et puis au final, vous avez ces trois dernières colonnes qui représentent la valeur de notre stock. Ces premières colonnes, ça représente les quantités. La colonne du milieu, ça représente le prix unitaire. Et la dernière colonne, ça représente à chaque fois la valeur de l'opération. On va garder cet exemple simple. Vous avez votre entreprise ici qui achète des chaises aux fournisseurs et qui vend des chaises aux clients. On va supposer par exemple qu'au 1er janvier, la situation initiale de notre stock est composée de deux chaises évaluées chacune à 5 euros. Dans la première ligne, on peut noter la chaise d'une telle marque par exemple et puis on va noter la référence du produit. Mais l'essentiel, ça se passe ici. On peut noter la date de 1er janvier. Pour l'opération, on peut noter situation initiale ou bien stock initial. Et puisque ce stock initial, c'est la situation du stock au 1er janvier, on va aller directement au stock ici pour inscrire cette valeur-là du stock. Et on va rien inscrire ici parce que ce n'est pas un achat et ce n'est pas une vente, donc on n'inscrit rien ici. On peut mettre donc ici 2, 5 euros la pièce. 2 fois 5, ça fait 10. Et ce 10-là, ça représente la valeur de mon stock au 1er janvier. Maintenant, on suppose que l'entreprise achète encore deux chaises le 15 janvier au prix de 8 euros la pièce. On met la date ici, 15 janvier. Là, on a une opération d'entrée en stock. On peut ajouter une référence, facture numéro par exemple. Et dans ce cas, puisque c'est un achat, je vais m'orienter vers les entrées ici. Les trois premières colonnes que vous avez ici. On met la quantité 2,
le prix de chaque chaise 8 euros et la valeur totale 2 fois 8, ça fait 16 euros. Et là, ce qui reste à faire, c'est d'inscrire la nouvelle valeur de mon stock ici. Auparavant, le stock se composait de 2 unités à 5 euros chacune, ça fait 10 euros. Et maintenant, on doit ajouter au stock 2 unités, 8 euros chacune, ce qui fait 16 euros. Donc, on va recopier dans l'ordre la première ligne. 2 fois 5, ça fait 10 euros. Et puis après, on a encore 2 pièces à 8 euros chacune, ça fait 16 euros. Et au 30 janvier, on va dire que le client achète ces 3 chaises-là. Et c'est là que ça intervient la méthode qu'on va adopter dans cette fiche de stock. Si on a la méthode FIFO, on va avoir au 30 janvier les sorties du stock suivantes. Les 2 premières pièces évaluées à 5 euros, et puis on va ajouter une autre pièce de cette ligne-là. Il faut se rappeler que FIFO, c'est les first, les premiers entrées, premiers sorties. Donc, on va inscrire ici les 2 premières pièces qui sortent du stock, et puis on va ajouter une autre pièce à 8 euros, ce qui fera une valeur de 8 euros. Maintenant, ce qui resterait en stock avec cette méthode, c'est une pièce de 8 euros ici. Donc, on va inscrire ici au stock une pièce à 8 euros, ce qui fait 8 euros. Donc, avec cette méthode, la valeur de notre stock est de 8 euros au 30 janvier. On va voir maintenant ce qui va se passer si on utilise une autre méthode de stock. On prend par exemple la méthode LIFO, c'est-à-dire les dernières entrées en stock, c'est celles qui sortent en premier en cas de vente. Ce qui va changer dans ce qu'on vient de faire ici, c'est simplement la dernière ligne ici. Ici, on doit noter sortie du stock, facture numéro, par exemple. Et donc, ce qui va changer, c'est ces 2 lignes-là et notre stock final ici. Donc, on a last in, c'est les dernières qui rentrent en stock, qui vont sortir en premier. Donc, dans cette colonne des sorties, on commence par les 2 pièces de 8 euros, ce qui fait 16 euros ici. Et puis, on va compléter de ces pièces de 5 euros. On va ajouter donc une pièce de 5 euros ici, ce qui fait une valeur de 5 euros. Et ce qui restera ici en stock, c'est juste une pièce de 5 euros ici. On écrit donc une pièce 5 euros, ça fait une valeur de 5 euros. Vous voyez qu'avec cette méthode, on a une autre valeur du stock que la première, ce qui va faire un impact sur le résultat de l'entreprise, son bénéfice. C'est-à-dire que si vous avez 2 entreprises qui effectuent la même opération, ou bien les mêmes opérations d'achat et vente, mais qui adoptent des méthodes d'évaluation du stock différentes, ces 2 entreprises vont aboutir à un résultat différent. Maintenant, on va voir si cette entreprise adopte la méthode du coût moyen pondéré, qu'on peut noter coût unitaire moyen pondéré. Avec cette méthode, on devrait avoir un prix moyen entre 5 et 8. Mais ces 2 prix vont être pondérés par la quantité achetée. Et comment on calcule ce prix moyen? C'est simplement la valeur totale de notre stock divisé par les quantités en stock. Ce qui va faire 10 plus 16 divisé par 2 plus 2. Ce qui fait un prix moyen de 6,5. Et vous voyez bien que ce prix moyen se situe entre 5 et 8. Si ce n'est pas le cas, il faut revoir le calcul. Et donc, avec cette méthode, ce qui va sortir du stock, c'est 3 pièces évaluées à 6,5 chacune, ce qui fait une valeur de 19,5 euros. C'est 3 fois 6,5, ça fait 19,5. Et ce qui reste en stock, c'est une pièce évaluée encore à 6,5, ce qui fait 6,5 euros. Et cette méthode du coût unitaire moyen pondéré, on peut la pratiquer après chaque entrée en stock ou bien à la fin d'une période mensuelle par exemple. On va voir maintenant la question de la rentabilité. Qu'est-ce qu'on entend par rentabilité? La rentabilité n'est rien d'autre que le rapport entre un revenu obtenu ou bien prévu et les ressources employées pour l'obtenir. Ces ressources employées n'est rien d'autre que votre investissement. Et le revenu obtenu, c'est ce que vous rapporte cet investissement. Et donc, ce qu'on entend par rentabilité, c'est un rapport ou bien un pourcentage de cet investissement qui représente les gains obtenus. Si vous voulez mettre ça dans une formule, on peut exprimer la rentabilité sous cette forme. R, c'est le revenu obtenu grâce à un investissement I
Donc vous faites le rapport des revenus sur l'investissement. Si par exemple vous investissez 100 euros et que ce 100 euros vous rapporte 25 euros annuellement par exemple. Et donc dans ce cas on peut dire qu'on obtient 25 cents pour chaque euro investi, ou bien 25% si on veut exprimer ça en pourcentage. Mais tout d'abord, c'est quoi l'intérêt de calculer cette rentabilité? Ça sert principalement à comparer et à comprendre combien en fait un investissement peut me rapporter. Si vous avez par exemple un investissement de 1329 et que cet investissement vous rapporte un revenu de 118. Si je prends un autre investissement, on va dire un investissement de 843 et que cet deuxième investissement vous rapporte un revenu de 83. Alors la question simple qu'on peut se poser, lequel de ces investissements est le meilleur? Eh bien visuellement avec ces chiffres-là, on ne peut pas le savoir, ou bien on peut tenter de prendre cet investissement-là parce que ça c'est plus grand que ça visuellement. Mais si on cherche bien à savoir lequel de ces deux investissements est rentable, eh bien, on devrait calculer la rentabilité de chaque investissement. Et pour cela, il faut rapporter le revenu obtenu de chaque investissement par la somme investie. Ce qui donne ici 0,088. Et si on fait la même chose pour le deuxième investissement, eh bien, on va trouver 0,098. Et ces chiffres-là, en fait, ça représente ce que rapporte chaque euro investi. Et si on veut exprimer ça en pourcentage, c'est-à-dire savoir ce que rapporte chaque 100 euros investis, il suffit de multiplier ces chiffres par 100. On obtient donc une rentabilité pour le premier investissement de 8,8% et de 9,8% pour le deuxième investissement. Donc le meilleur choix à faire, c'est le deuxième investissement. On peut avoir plusieurs types de rentabilité et principalement la distinction entre la rentabilité économique et la rentabilité financière. Je vous explique brièvement cette différence. La rentabilité économique mesure la performance économique de l'entreprise dans l'utilisation de l'ensemble de son capital économique. Et on peut formuler cette rentabilité de la manière suivante. Rentabilité économique est égal le résultat d'exploitation moins l'impôt sur les bénéfices et tout ça divisé par les capitaux propres de l'entreprise plus la dette. En d'autres termes, ici vous avez le revenu de votre activité, c'est le revenu d'exploitation lié à l'activité de l'entreprise net d'impôts. Et là, vous avez les ressources financières engagées pour arriver à ce revenu-là. Et dans cet argent investi, il y a ce qui est propre à l'entreprise, c'est les fonds propres, c'est les capitaux propres. Mais il y a aussi les ressources qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire la dette de l'entreprise. Maintenant, on va voir la notion de rentabilité financière. La rentabilité financière, c'est simplement la rentabilité non pas de l'ensemble des ressources financières, à savoir les capitaux et les dettes, mais uniquement les capitaux propres. Le but de ce calcul, c'est de donner une information fiable et pertinente pour les investisseurs de capitaux. Car ça leur permet de savoir, par exemple, est-ce que c'est important d'investir dans une entreprise ou bien de placer l'argent à la banque. On peut résumer ça dans cette formule, la rentabilité financière est égale toujours notre résultat d'exploitation moins l'impôt payé sur les bénéfices moins l'intérêt sur les dettes. Et tout ça rapporté aux capitaux propres. On peut calculer d'autres types de rentabilité, mais ce qui m'intéresse dans ce cours, c'est d'abord vous expliquer ce que ça veut dire le seuil de rentabilité, comment on le calcule, et comment le distinguer entre les différentes notions comme le point mort, marge de sécurité et indice de sécurité. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par seuil de rentabilité? Il s'agit tout simplement du niveau d'activité minimum à partir duquel une entreprise devient rentable. Et cette activité de l'entreprise, on peut la mesurer par ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le volume des ventes de l'entreprise. Et on peut parler d'une entreprise qui devient rentable à partir du moment où cette entreprise récupère toutes ses charges. En d'autres termes, l'entreprise atteint le seuil de rentabilité au moment où son chiffre d'affaires, qui représente son activité, égalise la totalité des charges. Et à ce stade, je dois souligner cette différence importante entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. Je dois souligner cette distinction parce que très souvent on fait la confusion entre les deux notions.
Un chiffre d'affaires avec des mots simples, c'est la somme des ventes de biens et services d'une entreprise. En d'autres termes, c'est ce qui rentre à la caisse de l'entreprise à la suite de ses ventes. Mais on ne peut pas prendre ça comme bénéfice parce que l'entreprise doit payer encore pas mal de charges avec cet argent. L'entreprise doit payer par exemple avec cet argent les salaires, le loyer, les différentes factures, gaz, électricité, l'eau, etc. Eh bien, une fois toutes ces factures, toutes ces charges sont payées, ce qui reste dans la caisse, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. Le bénéfice en général, c'est notre chiffre d'affaires qu'on note par CA auquel on retire toutes les charges, le coût total. Et on ne parle de bénéfice que quand cette soustraction est positive. Et au moment où l'entreprise couvre toutes ses charges par ce chiffre d'affaires, c'est-à-dire au moment où le bénéfice est égal à 0, eh bien dans ce cas, on parle du seuil de rentabilité. Et donc ce seuil de rentabilité est atteint par un chiffre d'affaires qui va couvrir la totalité des charges. Et ce seuil de rentabilité n'est rien d'autre que ce chiffre d'affaires-là qui égalise les charges. Et donc, calculer ce seuil de rentabilité revient à calculer ce chiffre d'affaires qui égalise la totalité des charges. Pour bien saisir les méthodes de calcul du seuil de rentabilité, je vais prendre cet exemple d'une entreprise qui fabrique et vend des chaises. Et on va supposer que cette entreprise a supporté les charges suivantes. Achat de matières premières 15 000 euros, on va dire que c'est des charges annuelles. Transport 10 000 euros, loyer 12 000 euros, facture d'électricité 2 000 euros. Et le chiffre d'affaires de cette entreprise s'élève à 50 000 euros. Avant de calculer le seuil de rentabilité de cette entreprise, on devrait savoir distinguer entre charges variables et charges fixes. Les charges variables, on peut les noter CV et les charges fixes CF. La distinction entre charges variables et charges fixes, c'est très simple. Les charges variables sont proportionnelles à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire à sa production et ses ventes. Donc, on peut dire qu'une charge variable évolue proportionnellement à l'activité de l'entreprise, à savoir son chiffre d'affaires. Et donc, la définition des charges fixes, il s'agit tout simplement des autres charges qui ne dépendent pas de l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que peu importe la production et les ventes, ces charges vont être supportées par l'entreprise. Si vous avez bien compris la distinction entre charges variables et charges fixes, je vous laisse distinguer entre charges fixes et charges variables parmi ces charges que l'entreprise a supportées. Et n'hésitez pas à ajouter votre réponse en commentaire. Je vous donnerai la réponse bien sûr dans la suite de ces cours. La dernière fois, je vous ai demandé de calculer le seuil de rentabilité sur base de ces données. Et dans ce cadre, j'ai reçu 2 bonnes réponses. La première vient de Ba Alpha Amado. Seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires fois les charges fixes divisé par la marge sur coût variable. C'est la formule du seuil de rentabilité. Et ça donne 28 000 euros. Et la deuxième réponse vient de Augustin. Bonjour prof Elkader, merci pour ce riche enseignement que vous nous offrez. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous garde. J'allais dire bonne réponse, mais c'est pas encore la réponse. Merci pour cette appréciation. Le seuil de rentabilité est le niveau de chiffre d'affaires pour lequel le résultat est nul. Il est atteint au point où la marge sur coût variable correspond à la charge fixe. Donc, seuil de rentabilité égale CA fois CF sur la marge sur coût variable. On applique tout ça et on obtient 28 000 euros. C'est juste. Ce qui veut dire qu'à partir de ce chiffre d'affaires de 28 000 euros, l'entreprise commence à réaliser des profits. Mais à cette valeur de 28 000 euros, son profit est nul. Et puis Augustin a ajouté une autre réponse ici, qui est simplement de diviser les charges fixes par le taux de marge sur coût variable, ce qui donne exactement la même chose. Et c'est la méthode la plus simple à appliquer. Je vais vous l'expliquer en détail dans ce cours. Merci à tous deux d'avoir participé à cet exercice. Je reviens à mon tableau ici. Regardez de quelle manière on peut formuler ce problème de sorte à ce que le calcul du seuil de rentabilité soit très clair. Mais tout d'abord, il faut comprendre que ces chiffres que vous avez ici, c'est des données annuelles. À la fin de l'année, en fait, on se base sur le compte de résultats annuels pour savoir combien de charges l'entreprise a supporté pendant l'année. Et donc, à la fin de l'année, on a un résultat ici positif.
C'est-à-dire que le seuil de rentabilité s'est réalisé avant. Et l'erreur à ne pas faire quand on calcule le seuil de rentabilité, c'est de faire la somme des charges variables et charges fixes et dire que le seuil de rentabilité se réalise quand le chiffre d'affaires atteint la somme de ces deux chiffres-là. On ne peut pas adopter ce raisonnement parce que les charges variables ne sont pas fixes. Ce raisonnement est valable si toutes les charges sont fixes, ne bougent pas. À ce moment-là, on peut dire que dès que les ventes atteignent ce chiffre ou bien cette somme de charges, eh bien, on est au seuil de rentabilité. Mais le problème, c'est que ici, on a des charges qui sont variables. C'est-à-dire que ça évolue avec les ventes. Plus on vend, plus ces charges augmentent aussi. Donc, ce n'est pas la bonne réflexion à faire. La formulation du problème est le suivant. 50% du chiffre d'affaires, c'est ce qui reste après avoir couvert ces charges variables. Donc, ces charges variables, on les oublie et il reste à couvrir les charges fixes avec cette marge-là. Et donc, la question qui se pose, quand est-ce que ce 50% du chiffre d'affaires fois un chiffre d'affaires qu'on ne connaît pas égalise nos charges fixes qui sont toujours là? C'est ça la formulation du problème. C'est quoi notre chiffre d'affaires qu'il faut faire de sorte à ce que 50% de ce chiffre d'affaires-là égalise les charges fixes? Et donc là, vous vous retrouvez avec une simple équation à une seule inconnue. 50%, c'est 0,5, c'est la même chose, fois un chiffre d'affaires qu'on cherche à savoir, c'est un chiffre d'affaires spécial. Ça se réalise à un certain moment. On peut ajouter par exemple SR ici pour indiquer que c'est un chiffre d'affaires qui se réalise au seuil de rentabilité. C'est-à-dire qu'avec ce chiffre d'affaires-là, l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. En d'autres termes, avec ce chiffre d'affaires, l'entreprise obtient un résultat nul. Et donc, on continue notre équation. Il faut que 50% de ce chiffre d'affaires qu'on cherche à savoir égalise les charges fixes qui sont toujours là. Et donc, ce chiffre d'affaires au seuil de rentabilité est égal à simplement les charges fixes de 14 000 divisé par 50% ou bien 0,5. Ce qui fait 28 000 €. Et donc la formule, d'une manière générale, du chiffre d'affaires au seuil de rentabilité est égale à simplement nos charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Voilà notre formule du seuil de rentabilité. Ou bien on peut appliquer aussi la formule qui a été donnée aussi dans les commentaires. Le chiffre d'affaires au seuil de rentabilité est égal le chiffre d'affaires fois les charges fixes sur la marge sur coût variable. En fait, ces deux formules, on peut les déduire l'une de l'autre, car ici, par exemple, le taux de marge sur coût variable n'est rien d'autre que la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires. Et donc, si on a les charges fixes sur tout ça, eh bien, mathématiquement, cette formulation, c'est la même que celle-là. Maintenant, la question que j'aimerais bien vous poser, c'est quand est-ce que ce seuil de rentabilité va se réaliser pendant l'année en supposant que le chiffre d'affaires ou bien l'évolution du chiffre d'affaires est linéaire dans le temps. Je vais vous remettre les données de notre tableau différentiel. Et ce moment-là où ce seuil de rentabilité se réalise, c'est ce qu'on appelle le point mort. Je vous laisse calculer et trouver cette date et en précisant bien évidemment la méthode effectuée. La dernière fois, je vous ai demandé de distinguer entre charges variables et charges fixes parmi ces 4 charges que je vous ai données. J'ai reçu par rapport à ça 2 bonnes réponses. Vous avez la première qui vient d'Aliosau, j'espère que je le prononce bien, le nom. Les charges variables, vous avez les matières premières et le transport. Et les charges fixes, vous avez le loyer et l'électricité. Et j'ai reçu aussi une réponse d'Eric, charges variables, achat de matières premières, transport, charges fixes, loyer, électricité. Tout à fait juste et merci pour votre participation. Je vous poserai également une question à la fin de cette vidéo par rapport à tout ce que je vais vous présenter là tout de suite. Je reviens à mon exemple pour vous expliquer pourquoi ces charges variables et pourquoi ces charges fixes. Je commence par l'achat de matières premières. Il s'agit d'une charge variable car l'achat de matières premières, ça évolue proportionnellement à l'activité de l'entreprise. Et on peut très bien visualiser ça dans ce processus. Vous avez ici les matières premières et puis au final de ce processus, on a les chaises. Eh bien, plus les ventes augmentent, on va augmenter la production et on va augmenter aussi l'approvisionnement en matières premières. Vous voyez bien que c'est proportionnel. On ne peut pas avoir plus de chaises ici si on n'en fabrique pas
Et avant de fabriquer, il faut acheter de la matière première. Dans ce cas, on dit que l'achat de matière première, c'est une charge variable. Maintenant, le transport. Pourquoi ces charges variables? Parce que si on veut utiliser ce processus-là, on va voir ça intervient où le transport. On peut avoir le transport ici. Quand on envoie les marchandises au client, eh bien, ces marchandises vont être transportées et donc il y aurait un coût de transport. Et ce coût de transport est lié aux ventes et donc à la production de l'entreprise. Donc, on peut dire que ce coût de transport, c'est une charge variable. Et on peut avoir aussi un coût de transport ici pour les matières premières. Et donc, on peut noter aussi pour ces types de charges variables. Maintenant, les charges de loyer et d'électricité, est-ce qu'il s'agit de charges variables ou fixes? Certainement, il s'agit de charges fixes, car peu importe en fait que l'entreprise vend ses chaises ou pas, le loyer de ce local par exemple va être payé. Le loyer de ce local par exemple va être payé. Et c'est pareil pour l'électricité, donc ça ne varie pas avec l'activité de l'entreprise. On va les noter donc comme charges fixes. CF ici, CF ici. On pourrait avoir plein d'autres charges, mais on va se limiter à ces 4 charges pour que vous puissiez saisir la méthode de calcul du seuil de rentabilité. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'établir un tableau différentiel. Ce tableau est le suivant. Dans ce tableau différentiel, on va mettre les données en valeur dans la première colonne. On a un chiffre d'affaires de 50 000, les charges variables. On a l'achat de matières premières 15 000 et le transport 10 000. La somme, ça fait 25 000. Donc, on met dans le tableau ici 25 000 pour les charges variables. Les charges fixes, on a loyer et électricité. 12 000 plus 2 000, ça fait 14 000. On note au tableau donc 14 000 pour les charges fixes. Il reste maintenant à calculer la marge sur coût variable et le résultat de l'entreprise. La marge sur coût variable, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables. Donc, on fait 50 000 moins 25 000, ce qui donne 25 000 ici. Le résultat, on peut le calculer de 2 manières, soit le chiffre d'affaires moins les charges variables moins les charges fixes, ce qui donne 11 000. Mais on peut calculer aussi ce résultat par 25 000 moins 14 000. La marge sur coût variable moins les charges fixes. Et vous allez avoir bien sûr la même chose. Maintenant, la colonne des pourcentages ici, ça doit se calculer en fonction de ce chiffre d'affaires de 50 000. C'est-à-dire que ici, on a toujours 100%. Et comment on peut savoir 25 000, ça constitue quel pourcentage par rapport à 50 000? Et si c'est clair, c'est la moitié, donc ça doit faire 50%. Mais si on a des chiffres différents, eh bien, on peut obtenir le même résultat en faisant l'opération suivante. On divise 25 000 par 50 000 fois 100. 25 000 sur 50 000 fois 100. Et cela vous donne 50%. On a la même chose ici, donc on doit avoir le même pourcentage ici, 50%. Et là, on doit faire 14 000 divisé par 50 000 fois 100. Vous devez avoir un pourcentage de 28%. On fait pareil ici, 11 000 divisé par 50 fois 100, et vous obtenez 22%. Maintenant, je dois vous expliquer un petit peu cette marge sur coût variable de 50%. En fait, il s'agit d'une sorte de bénéfice qui ne tient pas compte des charges fixes. Cela signifie que pour chaque vente d'une chaise, par exemple, 50% du prix de cette chaise couvre les charges variables, c'est-à-dire que l'entreprise récupère ses charges variables et 50% qui restent constitue une marge, ce qu'on appelle une marge sur coût variable. Alors, quelle information on peut tirer de ce tableau? L'information la plus importante dans ce tableau qui sert à calculer directement le seuil de rentabilité, c'est ce pourcentage de 50% de la marge sur coût variable. C'est ce qu'on appelle taux de marge sur coût variable. Il s'agit en quelque sorte d'un pourcentage du chiffre d'affaires qui reste dans l'entreprise après avoir couvert toutes les charges variables. Et donc, logiquement, le seuil de rentabilité va être atteint une fois que cette marge sur coût variable égalise les charges fixes. Dans ce tableau, on voit bien que cette marge est supérieure aux charges fixes. C'est-à-dire que ici, on dépasse le seuil de rentabilité puisque le résultat
est positif. On peut en déduire que le seuil de rentabilité s'est réalisé pendant l'année. C'est le moment où ce résultat est nul. Ou bien c'est le moment où cette marge sur coût variable est égale à 14 000. Ou bien aussi c'est le moment où ce 50% du chiffre d'affaires est égal à 14 000 aussi. Et là, d'après toutes ces informations que je vous ai données, dites-moi, le seuil de rentabilité, ça s'élève à combien et comment vous avez fait pour l'obtenir? Vous pouvez ajouter votre réponse en commentaire. Le chiffre d'affaires au seuil de rentabilité est égal, d'après le calcul, à 28 000 euros. La formule la plus simple pour le calculer, une fois que vous avez ces données ici, c'est de prendre les charges fixes de 14 000 et puis on les divise sur le taux de marge sur coût variable de 50%. Et vous obtenez 28 000 euros. Maintenant, la question que j'ai posée, c'est à quel moment de l'année ce seuil de rentabilité va se réaliser? Sachant que ces données se trouvent à la fin de l'année, on va dire 31 décembre par exemple. Pour cette question, j'ai reçu encore une fois 2 bonnes réponses que je vais vous montrer. Mais avant cela, je pense que cette question de seuil de rentabilité mérite encore plus de clarification. Imaginez cette situation très simple. Une entreprise utilise du bois pour fabriquer des chaises. L'entreprise utilise cette quantité de matière première pour fabriquer cette chaise. Et donc, pour en fabriquer 2 chaises, il faut utiliser encore plus de matière première. Ce qui revient à dire que l'achat de cette matière première représente des charges variables. Et ces charges variables sont proportionnelles au chiffre d'affaires ou bien ce que l'entreprise va recevoir de la vente de ces 2 chaises. On va se limiter à cette seule charge variable pour l'entreprise, à savoir l'achat de matières premières. Et on va dire qu'à côté de ces charges variables, il y a une seule charge fixe, c'est la charge de loyer. On peut mettre ici par exemple des charges de loyer de 14 000 annuellement et on va dire que l'achat de ce bois, ça coûte 10 euros et la vente d'une chaise, ça rapporte 20 euros en termes de chiffre d'affaires. On vend la chaise 20 euros sur le marché. On va supposer qu'il n'y a pas d'autres charges pour simplifier la situation et capter le raisonnement qui permet de calculer le seuil de rentabilité. Et donc là, vous pouvez voir clairement que si l'entreprise achète ce morceau de bois, ce qui constitue des charges variables pour l'entreprise, elle va fabriquer cette chaise avec ce bois, ce qui permettra à l'entreprise de recevoir 20 euros en la vendant sur le marché. Et si vous voyez bien que l'entreprise a payé 10 euros pour recevoir un chiffre d'affaires 20 euros. La différence entre ces deux valeurs, c'est la marge sur coût variable, qui est égale à la différence entre 20 et 10, ce qui fait 10 euros. Et ce 10 euros, on peut l'exprimer en pourcentage de ce 20 euros. Ça représente en fait la moitié de 20 euros, c'est-à-dire 50%. Et ce pourcentage de 50%, c'est très important parce que c'est quelque chose de fixe qui ne varie pas. Si par exemple, on va dire, l'entreprise fabrique 2 chaises, mais pour cela, elle a acheté 2 fois cette matière première. Le coût de cette matière première, c'est 10 euros. La même chose ici. Donc, on a ici un coût de 20 euros. Et la vente de ces 2 chaises va rapporter 40 euros, car chaque chaise se vend à 20 euros. Et la différence qu'il y a entre ce que l'entreprise va récolter en chiffre d'affaires et le coût d'achat de la matière première, ça fait 20 euros. Ce qui constitue encore une fois la moitié de 40 euros. C'est-à-dire 50% du chiffre d'affaires. Donc ici, on a un taux de marge sur coût variable de 50%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce taux de marge de 50% reste toujours valable tant que le prix de la matière première et le prix de vente de notre chaise restent les mêmes sur le marché. Ce qu'il faut bien saisir, c'est que ce 50%, ça représente la partie du chiffre d'affaires qui reste après avoir récupéré le coût ou bien les charges variables. Car ce 50%, c'est notre marge ici qui est obtenue en déduisant de notre chiffre d'affaires le coût d'achat des matières premières. Ce qui reste donc à couvrir par ce chiffre d'affaires, c'est uniquement les charges fixes. Ce qui nous mène à se poser la question, c'est quoi le chiffre d'affaires qu'il faut faire pour que
ces charges fixes soient couvertes par ce chiffre d'affaires également. Et là, avec ces informations, le calcul du seuil de rentabilité devient très clair. Vous avez un chiffre d'affaires au seuil de rentabilité que je cherche à savoir. Je sais que 50% de ce chiffre d'affaires couvre déjà les charges variables et 50% de ce chiffre d'affaires doit couvrir les charges fixes. En d'autres termes, je cherche un chiffre d'affaires au seuil de rentabilité de sorte à ce que 50% de ce chiffre d'affaires doit égaliser mes charges fixes, 14 000. Ce qui fait que ce chiffre d'affaires au seuil de rentabilité est égal à 14 000 sur 50%, ce qui fait 28 000. J'ai ici un coût unitaire de la matière première de 10 euros. Je vends mes chaises à 20 euros. Combien de chaises je dois vendre pour faire 28 000 euros de chiffre d'affaires? Pour savoir ça, je dois diviser 28 000 par 20 euros, ce qui fait 1400. Donc, je dois acheter ici 14 000 euros de matière première, ce qui va me donner un chiffre d'affaires de 28 000 euros. Et si je réduis de ce 28 000 euros les charges variables, ce qui resterait, eh bien, c'est les charges fixes, ce qui fait que l'entreprise va couvrir toutes ses charges avec ce chiffre d'affaires de 28 000 euros, sans faire de bénéfice, bien sûr. Alors, je retourne à ma question ici. Comment on peut calculer le poids mort, sachant que le chiffre d'affaires annuel est de 50 000 euros, les charges fixes 14 000, le taux de marge sur coût variable 50%. Et mon chiffre d'affaires au seuil de rentabilité est de 28 000 euros. J'ai d'abord la réponse de Jimmy. Elle a utilisé cette formule. Le point mort est égal au seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires, tout ça fois 360 jours de l'année. Et donc, en appliquant cette formule, on va obtenir 202 jours approximativement. C'est bien aussi la réponse d'Augustin. Il a multiplié le seuil de rentabilité par 360 jours, puis a divisé tout ça sur le chiffre d'affaires annuel. Et 202 jours, ça donne approximativement 6 mois et 22 jours. Je vais vous expliquer maintenant comment on fait pour atteindre ces résultats. À la fin de l'année, on a un chiffre d'affaires de 50 000 euros. Donc, on peut écrire 50 000 euros, ça correspond à 12 mois. Et puis, d'après le calcul, notre seuil de rentabilité donne 28 000 euros. Et on veut savoir, proportionnellement à cette information-là, dans combien de temps, on va noter ça X mois, notre chiffre d'affaires au seuil de rentabilité va se réaliser. Et donc, on a une simple règle de 3 qui va permettre de trouver notre X ici. Et donc, X est égal à 28 000 fois 12 sur 50 000, ce qui donne une valeur de 6,72 mois. On peut dans ce cas convertir ce 0,72 mois en jours en appliquant une simple règle de 3 ou bien en multipliant 0,72 par 30, ce qui donne 21,6. On peut dire approximativement 22 jours. On peut chercher directement le nombre de jours en mettant ici 360 jours et là on va avoir un résultat en jours. Et donc dans la formule on va mettre non pas 12 mois, on va mettre 360 jours, ce qui donnerait un résultat en jours également ici de 201,6 ou bien approximativement 202 jours. Et pour savoir combien de mois il y a dans 202 jours, on va simplement le diviser par 30, ce qui donne approximativement la même réponse que celle qu'on a cherchée au départ, 6,73 mois ici à la fin. Voilà d'une manière générale comment on peut trouver le point mort si on suppose une progression linéaire du chiffre d'affaires depuis le début de l'année jusqu'à la fin. Je vais vous parler maintenant de la marge de sécurité. La marge de sécurité en comptabilité analytique représente la baisse du chiffre d'affaires qui peut être supporté par l'entreprise sans subir de pertes. Si je reviens à mon exemple ici, on a un chiffre d'affaires de 50 000 euros à la fin de l'année et le seuil de rentabilité se réalise avec un chiffre d'affaires de 28 000 euros. Et ce chiffre d'affaires au seuil de rentabilité se réalise d'après notre calcul le 22 juillet. Pour que cette notion de marge de sécurité soit claire, je vais représenter ces données sur une ligne de temps. On a ici notre ligne de temps sur laquelle on va représenter les différents mois. On a ici le mois de juillet et le seuil de rentabilité se réalise quelque part ici, au 22 juillet. On représente nos données sur cette ligne de temps. On a ici 50 000 euros de chiffre d'affaires
et au seuil de rentabilité, c'est 28 000 euros. Toute cette partie-là, ça représente une zone de perte. Et ce qui dépasse le 28 000 euros, ça représente une zone de profit. Et la marge de sécurité dans ce cas, c'est la différence entre ce 50 000 euros et ce 28 000 euros. Ce qui donne une marge de sécurité de 22 000 euros. Et la signification de cette marge de sécurité, ça veut dire que l'entreprise peut se permettre de perdre autant sans tomber dans la zone de perte. Donc, il s'agit d'un bon indicateur pour l'entreprise de savoir sa résistance ou bien sa capacité à faire face aux différentes crises qui vont diminuer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et on peut aussi évaluer cette capacité de résistance par un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. C'est ce qu'on appelle un indice de sécurité. Et on le calcule facilement en divisant en fait la marge de sécurité par le chiffre d'affaires. Ce qui donne dans ce cas 44%. Ce qui revient à dire que l'entreprise peut réduire son chiffre d'affaires de 44% sans même tomber dans la zone de perte. On va voir maintenant de quelle manière on peut représenter graphiquement le seuil de rentabilité. On va représenter par exemple sur l'axe des abscisses notre chiffre d'affaires. Sur l'axe des ordonnées, on va représenter les charges en général. C'est par exemple ici on a 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, etc. D'abord, on représente les charges fixes et sont de l'ordre de 14 000, donc quelque part ici. Et la représentation des charges fixes, ça se fait par une ligne droite de cette manière. Et puis on peut représenter la marge sur coût variable qui varie proportionnellement au chiffre d'affaires. Ça constitue en fait à chaque fois 0,5 du chiffre d'affaires. On a ici notre chiffre d'affaires. Si on donne ici au chiffre d'affaires 0, alors la marge sur coût variable qu'on représente ici, ça va prendre 0 aussi. Donc ça va passer sur ce point-là de l'origine. Si je donne au chiffre d'affaires la valeur de 20 000, alors la marge sur coût variable prend la valeur de 10 000. On va dire par exemple, ici on a 20 000, là on a 40 000 et là on a 60 000. Donc 20 000 de chiffre d'affaires correspond à 10 000 aux marges sur coût variable. Et on a ici un deuxième point. Je dois donc joindre ces deux points pour représenter l'équation de la marge sur coût variable. Donc cette droite, ça représente les charges fixes et cette droite, ça représente la marge sur coût variable qui est égale à 0,5 chiffre d'affaires. Et on sait qu'au seuil de rentabilité, la marge sur coût variable est égale aux charges fixes. Et donc, on a ici l'intersection entre les deux droites représente notre seuil de rentabilité et ça correspond à 28 000 euros. Et donc, cette zone-là représente la zone de perte et celle-là, ça représente la zone de profit. Voilà l'une des manières de représenter le seuil de rentabilité. Certainement, il y en a d'autres, mais on va se limiter à cette représentation graphique. Si ça vous intéresse de vous présenter les autres façons de présenter graphiquement le seuil de rentabilité, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire.